Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Ils sont nombreux ceux qui appellent de leur vœu à une réforme de la fiscalité des bailleurs privés. Il faut dire que ces bailleurs privés logent près de 70% des locataires français et pourtant ces bailleurs privés sont inquiets et démunis face à des contraintes économiques et réglementaires de plus en plus lourdes. C'est dans ce contexte difficile que l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, a dernièrement proposé la mise en place d'un dispositif fiscal universel des revenus locatifs pour inciter les particuliers à investir pour un avenir meilleur du logement en France. Avec moi, pour nous expliquer les fondements et le fonctionnement du dispositif, Sylvain Grattalou, président de l'UNPI, et Jean-Marc Torolion, passe-président de la FNAIM, et tous deux co-rédacteurs de ce dispositif fiscal universel des revenus locatifs. Bonjour Sylvain Grattalou. Bonjour Anne-Sandrine. Bonjour Jean-Marc Torolion. Bonjour Anne-Sandrine. Sylvain Grattalou, tous les acteurs du marché immobilier s'accordent à réclamer la mise en place d'un statut du bailleur privé. Comment est-ce que vous analysez cet esprit de concorde ? Dans une situation qui est celle dans laquelle nous nous trouvons, à savoir une politique de logement inexistante et une catastrophe en matière de logement pour tous les secteurs, et particulièrement des professionnels, mais aussi des particuliers, il est évident que tout le monde souhaite trouver une solution pour sortir de cette situation. Et il est vrai que, selon des mécanismes différents sur lesquels on reviendra plus tard, tous, qu'ils soient professionnels et l'UNPI qui soutient les propriétaires bailleurs, sont sur une dynamique qui est celle de la création d'un mécanisme qui vienne relancer la construction pour ceux qui sont concernés, il le faut, mais aussi, et c'est notre cas, ne pas oublier bien sûr tout le stock existant. C'est quand même l'équivalent de 7 millions de logements, 5 millions de bailleurs qui sont complètement asphyxiés fiscalement. Jean-Marc Torolion, entendre les professionnels de l'immobilier, les promoteurs, mais aussi les propriétaires d'accord sur les solutions à donner à un mal profond, c'est intéressant. C'est intéressant et puis je pense que dans le contexte politique actuel, pour soutenir la ministre et lui donner un poids politique, le fait que l'ensemble des acteurs professionnels, mais aussi ce qu'incarne l'UNPI, c'est-à-dire nos concitoyens qui ont fait le choix d'investir dans un logement locatif pour loger 7 400 000 foyers, eh bien, le fait que la ministre ait derrière elle l'ensemble des professionnels et les citoyens, c'est plus fort pour arbitrer et notamment obtenir des arbitrages favorables de Bercy. Oui. Je crois que c'est ça l'enjeu. Oui, c'est ça l'enjeu, c'est ce que j'allais dire, parce qu'au fond, la ministre du Logement fait bien ce qu'elle doit faire, mettre les gens autour de la table. Maintenant, le décisionnaire final, c'est bien Bercy. Le décisionnaire final, c'est déjà une ministre qui va présenter un projet, et donc même s'il y a accord des acteurs sur un certain nombre de choses, il n'y a pas forcément une vision totalement concordante. Donc à nous effectivement d'être concordants. Et puis la ministre doit effectivement après gagner ses arbitrages. Alors j'aimerais qu'on puisse présenter dans les grandes lignes ce dispositif fiscal universel des revenus locatifs. Pourquoi ? Parce qu'il a été extrêmement travaillé. Donc bravo aux co-rédacteurs de ce document. On nous indique dans le communiqué de presse qu'il est simple, universel et neutre. Ça paraît presque trop beau. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Le président pourrait répondre à cette question. Simple, universel et neutre. Oui, mais je peux vous laisser vous répondre également. Non, c'était en tout cas dans le cahier des charges. C'était très clair, c'est qu'il fallait essayer de répondre à des attentes, notamment des attentes des bailleurs, mais également des pouvoirs publics, à savoir que les lois de simplification qui se succèdent montrent bien qu'on aboutit à une complexité dans laquelle on n'arrive pas à s'en sortir. Donc il fallait présenter un mécanisme qui soit le plus simple, le plus lisible, le plus cohérent, et qui n'offre pas notamment des possibilités de ces fameuses niches dans lesquelles on peut se réfugier et qui compliquent les choses. Pour le reste, je vais laisser Jean-Marc Torolion répondre. La simplicité, qu'est-ce que ça veut dire, ça, la simplicité ? Chiffre à l'appui. Oui. Les Français viennent de rendre leur feuille d'impôt. Oui. Pour tous nos bailleurs de France, ils ont rempli une déclaration en 2044. On ne change pas cette déclaration dans l'ensemble de ces éléments que nos concitoyens connaissent bien. La seule chose, c'est qu'on rajouterait 2 lignes. Une ligne amortissement, qu'ils ont déjà connue par le passé, on y reviendra, et une ligne particulière sur l'amortissement des travaux, et gros travaux en particulier, on y reviendra. C'est ça la simplicité. On a dit la neutralité. La neutralité, c'est 3 points.
c'est d'abord la neutralité entre l'investissement dans le neuf et dans l'ancien. Et de ce point de vue-là, tous les acteurs sont d'accord, ce qui est nouveau. C'est la neutralité entre les territoires. Nous sommes contre le zonage. Et l'idée, c'est d'avoir un dispositif qui s'applique d'une façon uniforme sur tout le territoire. Et puis, c'est une neutralité entre la location à usage d'habitation principale meublée ou une location à usage de résidence principale vide. Voilà, donc simple, neutralité. Et l'universalité, qui nous tient beaucoup à cœur, c'est un des piliers d'ailleurs du positionnement de l'UNPI, c'est de dire, bien sûr qu'il faut traiter les flux, c'est-à-dire l'investissement, c'est-à-dire demain nos futurs bailleurs. Et on a besoin de renouveler nos bailleurs, et on a besoin de soutenir un des piliers du logement des Français. Et accessoirement, et bien évidemment c'est important, l'activité économique liée à l'investissement, qu'il soit dans les travaux ou dans le neuf. Mais au-delà de cela, nous souhaitons, nous, faire rentrer progressivement dans le dispositif de l'amortissement tous les bailleurs de France qui détiennent aujourd'hui à peu près 1 680 milliards d'euros de valeur immobilière locative. Donc, par la donation, la succession, par un choix patrimonial, nous souhaitons pouvoir faire en sorte que demain, tous les Français qui ont fait le choix d'investir dans l'immobilier et qui ont été durement contrariés dans la rentabilité. C'est pas facile aujourd'hui entre l'encadrement des loyers, le permis de louer, les obligations de rénovation, la fiscalité, l'augmentation de la taxe foncière que l'UNPI connaît bien. Voilà. Donc tout ça, tout ça nous conduit à un dispositif très complet. Et ça a été reconnu d'ailleurs par l'ensemble de nos interlocuteurs politiques. Oui. On peut dire que l'UNPI est le seul acteur qui a mis sur la table un dispositif qui s'est exposé au fond sur un dispositif complet. Oui, mais d'ailleurs quand on vous écoute, on va en fait au-delà de la question fiscale. On répond à bien des questions sur la crise du logement, sur aussi peut-être des inégalités entre, vous l'avez dit, des territoires, mais aussi entre les citoyens. Oui, mais on est parti, si on revient bien au dispositif, oui. Il y a des principes d'égalité, des principes d'universalité, des principes de neutralité fiscale, mais il y a aussi un certain nombre de choix. Par exemple, parce qu'il faut bien aborder les choses. L'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, nous n'avons pas fait le choix de nous attaquer à l'IFI. Parce que nous considérons que politiquement aujourd'hui, ce sera compliqué. 177 000 contribuables qui rapportent 2,2 milliards d'euros à l'État, c'est un peu compliqué. Et c'est tout de suite tué dans l'œuf, en réalité, le dispositif que nous proposons. Nous faisons le choix de nous attaquer, si je puis dire, uniquement à la partie traitement du revenu foncier. Nous ne parlons pas de l'IFI, impôt sur le capital, nous ne parlons pas de la flat tax, qui est, elle, l'impôt sur le revenu résultant d'un calcul. Nous nous intéressons au calcul et comment on pourrait demain calculer le revenu locatif fiscalisable. Alors, on va revenir tout à l'heure sur les conditions, mais je crois que ceux qui nous écoutent aimeraient, alors même si on est au micro et qu'ils ne nous voient pas, mais est-ce que vous avez un exemple chiffré à nous donner, qu'ils voient un peu vers quoi on pourrait aller, puisqu'ils remplissent leur déclaration d'impôt en ce moment? Oui, alors on a plusieurs exemples chiffrés, on en a produit dans notre document 3, un sur Paris, un sur Tours et un sur Rennes. Moi, je vais prendre celui de Rennes, parce que la plupart de nos concitoyens ont en moyenne 240 000 euros, on va dire, de patrimoine locatif. Et là, je prends un appartement à Rennes qui est estimé 160 000 euros. Eh bien, 160 000 euros, ça permet, notre système permettrait de déduire du revenu locatif 2% de ces 160 000 euros, c'est-à-dire chaque année environ 3 200 euros. Donc, chaque année, je déduis 3 200 euros de mon revenu locatif pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Pourquoi 40 ans et 2%? Parce que les 20% qui resteraient correspondent à la valeur du terrain qui ne s'use pas. Derrière cet état d'esprit de l'amortissement, 3 200 euros. En moyenne, cet appartement a un revenu locatif de 9 600 euros. Donc sur ces 9 600 euros, je déduis toutes mes charges traditionnelles, je déduis cet amortissement de 3 200 euros. Eh bien, j'améliore ma trésorerie immédiatement, ma trésorerie disponible de plus de 40%. Et en moyenne, on améliore la trésorerie du propriétaire bailleur par le jeu de l'amortissement entre 40 et 60%. Donc l'effet de levier est puissant. Il est d'autant plus puissant qu'il s'inscrit sur la durée et qu'il permet également
la déductibilité d'un certain nombre de travaux. Oui. Donc, on cumulerait à la fois l'amortissement et une certaine déductibilité des travaux. Pas tous de la même façon. Une partie serait déduite immédiatement, comme le principe actuel. Une autre partie, les gros travaux notamment, le surélèvement, addition de surface et très gros travaux de rénovation, seraient amortissables sur 20 ans. Là aussi, d'après nos calculs, les bailleurs sont extrêmement gagnants. Et pour ceux qui payent l'IFI, le fait de déduire 2% du capital qu'ils mettent en location des revenus locatifs revient à déduire plus que le montant de l'IFI qu'ils vont payer. Donc, on contourne un petit peu l'IFI de ce point de vue-là, mais voilà, ce levier de l'amortissement, il est européen, hein. On ne sort pas ça de nos chapeaux. Hein. Oui. L'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne. À des degrés divers, mais l'idée est là. Le Luxembourg, la Grèce, pour prendre le pratique, le Canada, le pratique, les États-Unis, le pratique. Pardon ? Les États-Unis, hein, c'est au-delà de l'Europe. Oui. Donc on s'inscrit dans une dimension qui est loin d'être originale, mais qui est plutôt assez consensuelle aussi pour les grands pays occidentaux. Voilà. Donc cet amortissement, on peut prendre un appartement à Tours de 245 000 euros. L'amortissement, lui, serait à ce moment-là de près de 4 917 euros. Donc voilà, on déduire de ses revenus chaque année 4 917 euros pour un appartement de 245 000 euros, c'est pas rien quand même. Oui. Donc amortissement du capital, amortissement des gros travaux, sur quelle durée ? 20 ans. 20 ans. Et est-ce qu'il y a de la part des propriétaires des engagements à prendre ? Parce que quand même, il faut que ce soit équilibré. Alors, oui. Est-ce qu'il y a... Alors d'abord, oui. Le premier engagement que nous demandons, nous, c'est celui de l'État. Non, parce que, voilà, c'est-à-dire que pourquoi on a préféré l'amortissement plutôt que l'abattement sur les revenus ? Parce que l'abattement, on sait ce que c'est. L'abattement sur des revenus locatifs, ça veut dire que tous les ans, le Parlement va discuter du montant de l'abattement et on a l'expérience. On sait ce qui se passe. Quand vous votez un amortissement, on a l'expérience d'un amortissement avec notamment Périsol, qui était un excellent dispositif. Quand vous inscrivez des centaines de milliers de nos concitoyens dans un dispositif d'amortissement, c'est extrêmement difficile de revenir dessus parce que les enjeux même techniques sont très importants. Et donc l'amortissement est pour nous une forme de sécurité dans la pérennité du dispositif qui est ainsi proposé. Ensuite, quelle est la contrepartie ? La contrepartie, et nous y avions beaucoup réfléchi à l'UNPI, c'est que nous considérons que l'amortissement correspond au fait que le bailleur est un producteur de services au logement et que l'actif qu'il met à disposition de son locataire doit être entretenu, modernisé, rénové, adapté au fil du temps. Et rénover, c'est le mot magique en ce moment. Et rénover, on a plusieurs types de rénovation, mais enfin, on pense tous rénovation énergétique. Et on sait qu'il y a quasiment 3 200 000 logements dans le parc privé locatif qui doivent passer FGE AD d'ici 2034, bien, ou plus tard. Donc, on a effectivement, grâce à l'amortissement, si vous voulez, l'État donnerait aux bailleurs français les moyens et la logique de pouvoir faire ces travaux. Et la logique, pour nous, c'est qu'ils les fassent. C'est-à-dire qu'effectivement, on ait une amélioration globale du parc privé locatif. Je ne dis pas qu'il est mal entretenu en ce moment. Enfin, il y a quand même de grands écarts. Et que les bailleurs prennent des engagements. Alors, ça fait partie des réflexions de l'UNPI pour dire qui contrôle, quelle garantie pour l'État. Il peut y avoir différentes solutions, des notions de tiers de confiance, mais il y a effectivement une exigence à imprimer de ce point de vue-là, parce que l'État est en droit, à ce moment-là, de dire, attendez, je vous ai donné l'amortissement pour avoir les moyens financiers d'entretenir, faites-le. À défaut, évidemment, c'est pas possible. Et le propriétaire est en droit aussi d'avoir une visibilité, en fait. Absolument. Oui. Absolument. Et là, il l'aurait, pour le coup. Il y a peut-être quelque chose que moi, je n'ai pas compris, mais comment seraient traités les propriétaires de biens occupés par des locataires déjà en place ? En somme, ma question, c'est comment se met en place ce dispositif ? Bien sûr. C'est parce que nous tenons effectivement à ce qu'on appelle le stock, mais enfin, en fait, les bailleurs existants, les 5 91 000 bailleurs existants, puissent bénéficier du système. Ils pourraient y bénéficier selon 2 modalités en réalité. Première modalité, qui n'est pas forcément la plus heureuse, mais un propriétaire qui devient propriétaire par la voie de la succession d'un bien à usage locatif, s'il opte pour le laisser en location au moins 10 ans, eh bien, il pourrait rentrer dans le système de l'amortissement, et l'amortissement se ferait sur la valeur d'entrée dans son patrimoine issue de cette succession. Premier point. Or, nous savons à l'UNPI
que nous avons une génération de bailleurs qui va partir, Oui. et nous avons une génération de bailleurs à créer pour maintenir ce pilier indispensable, indispensable de l'allocation du logement des Français. Deuxième axe, la donation. Je donne un bien qui est loué, engagement du donataire à le maintenir à usage locatif pendant 10 ans, amortissement. Et enfin, troisième axe, plus technique, celui-ci, je fais le choix, moi bailleur, en disant par une affectation patrimoniale, un système qui existe en Allemagne, une affectation patrimoniale, je fais le choix de dédier ce bien pendant 10 ans à usage locatif, alors je rentre dans l'amortissement. Ces discussions, on les a eues, notamment avec les parlementaires que le président a rencontrés très récemment. Et l'idée pourrait être qu'au changement d'un locataire, l'option soit ouverte pour les bailleurs. Donc c'est plutôt assez intéressant. Donc voilà, donc c'est très ambitieux, mais c'est très ambitieux tout en étant finalement conforme à la philosophie que nous faisons de la position du bailleur en France et le fait que dans les 4 piliers du logement des Français, logement social, parc privé locatif, accession, aide personnelle, le parc privé locatif est central. Et petite question aussi, qu'en est-il de la plus-value ? C'est une excellente question. Parce qu'effectivement, qui dit amortissement dit diminution du prix de revient. La logique fiscale, c'est que quand on revend un bien qui a été amorti, on ne le revend pas à son prix d'acquisition, mais on le revend au prix d'acquisition moins le cumul des amortissements que j'ai effectués toute l'année. Et donc la sanction peut être assez forte, surtout si on revend finalement avant le délai de prescription de la plus-value. Donc l'idée que nous avons, c'est de dire, il y a un contrat quand même. Pendant 10 ans, si je revends avant les 10 ans, eh bien, je subirai les conséquences de l'amortissement sur l'impôt sur les plus-values, c'est-à-dire que mon prix de revient sera celui d'acquisition moins le cumul des amortissements que j'aurai fait durant cette période. En revanche, au-delà de 10 ans, je réintègre totalement cet amortissement et je ne suis pas sanctionné par le fait de l'avoir pratiqué. Alors, on a mis 10 ans. Si demain on nous dit c'est 15 ans, et que notre dispositif est intégralement mis en place, je pense que on prend. Oui, on prend. Je pense que les bailleurs seront même satisfaits. Encore une fois, parce que la durée moyenne d'un bien de détention d'un bien locatif, c'est 14 ans. Eh oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'au fond, vous avez essayé d'être raisonnable en écrivant ce dispositif. Ça, on le comprend. Oui. Parce que, d'abord, dans l'univers de l'UNPI que je découvre, il n'y a pas d'enjeu corporatiste. On travaille pour les citoyens. Alors j'ai une dernière question sur l'aspect technique des choses. Ce dispositif entraînerait un arrêt des aides et des subventions, c'est bien ça ? Oui. Mais alors quelles aides ? La philosophie, c'est de dire toujours la même chose. L'État, il faut que l'État quand même s'y retrouve. Donc la philosophie, c'est de dire j'ai un amortissement, donc ma prime rénov bailleur, c'est plus pour moi. L'aide à l'ANA, c'est plus pour moi. Éventuellement, des prêts bonifiés, c'est plus pour moi, puisque dans le système, on peut continuer à déduire les intérêts d'emprunt. J'ai dit qu'on gardait le modèle de la déclaration 2044. Donc, la philosophie, c'est de dire, on crée l'autonomie financière des bailleurs par le jeu de l'amortissement sur un actif qui est finalement aussi proportionnel un petit peu à ses moyens financiers, donc ça correspond bien. Et on concentrerait à ce moment-là éventuellement les aides résiduelles, ou en tout cas certaines aides uniquement à une catégorie très spécifique. J'ajoute que le système de l'amortissement permet aussi une souplesse. Ça, le président Gratelou y tenait, c'est-à-dire qu'une souplesse, c'est-à-dire qu'on peut bonifier l'amortissement pour créer un secteur social intermédiaire par le parc privé locatif. On pourrait bonifier certains amortissements en regard d'une performance énergétique, par exemple. Donc, il y a aussi une souplesse qui peut être ouverte, qui est permise par le système que nous proposons. Les aides à la rénovation énergétique, quel serait leur devenir ? Elles seraient concentrées sur les copropriétaires et propriétaires occupants. Oui, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est pas mal. Oui. Ouais. Sylvain Gratelou, les propriétaires que vous rencontrez lors de vos déplacements partout en France, sont-ils prêts à envisager ce changement de logique, même si on a compris qu'on restait quand même dans un cadre de logique fiscale qui est attachée à la gestion de leur patrimoine immobilier destiné à la location ? Ma réponse sera simple. Dès l'instant où on peut alléger la charge fiscale, qui est absolument délirante en ce moment, ils sont prêts à tout.
Alors c'est vrai que ce système, on a évoqué le fait que ça puisse être compliqué à mettre en œuvre et qu'il faudrait avoir recours à des professionnels pour pouvoir procéder à ces déclarations, ce qui est tout à fait inexact. Encore une fois, c'est notre 2044 tel qu'elle est connu, avec deux choses. Alors il y a un point de départ, c'est le problème de valorisation du bien. Effectivement, il faudra se mettre d'accord dans un moment donné sur la valeur de ce bien, mais une fois que c'est fixé, ça offre une stabilité, ce que les propriétaires souhaitent, une stabilité, des perspectives, une simplicité. Et puis même pour l'État, ça permet d'avoir aussi une visibilité, c'est-à-dire une connaissance de la valeur des biens, ce qui est parfois un peu difficile selon certains mécanismes sur lesquels on peut jouer. Donc il y a, pour les propriétaires, d'un point de vue technique, je crois que ce n'est pas quelque chose qui les touche particulièrement. En revanche, la notion de visibilité, de perspective, de simplicité, voilà, ils sont prêts à tout. Et surtout d'arriver à pouvoir financer des rénovations qu'il est impossible de rénover. Et en intégrant le stock, c'est-à-dire les logements existants, dans le dispositif, ça permet de sauver ces 7 millions de logements qui, sans tout cela, seraient voués à devenir vacants. Et vous savez, comme on parle de la vacance et de la taxe sur les logements vacants qui ne fait que se déployer. Donc je crois qu'on arrive ici à arrêter une hémorragie qui est tout simplement liée au fait que ces propriétaires n'en peuvent plus, n'y arrivent plus, et là on leur redonne non seulement espoir, et surtout se dire que tous les efforts qui ont été faits pendant toutes ces années, elles trouvent enfin, leurs fruits. Et puis surtout, à travers cela, c'est de donner envie aux générations futures, celles qui vont construire l'avenir, qui aujourd'hui, quand on voit effectivement ces propriétaires bailleurs qui galèrent à travers des encadrements de loyer qui diminuent les revenus, des charges qui ne cessent d'augmenter, ça ne donne pas très envie d'être propriétaire. Et effectivement, quand on a 25 ans ou 30 ans, parfois il y a des bitcoins ou autre chose, sont beaucoup plus enthousiasmants et beaucoup moins embêtants. Sauf que ce n'est pas l'âme du propriétaire, et pourtant, les propriétaires et les Français sont attachés à la propriété. On sait que ce dispositif a été présenté aux équipes du ministère du Logement, à la ministre, qu'il y a eu des réunions aussi. Quelles sont maintenant vos ambitions pour continuer à porter, je dirais même à supporter ce dispositif ? Supporter, oui, comme un supporter, oui, c'est ça, le sens. Et vous avez tout à fait raison. En fait, je crois que la réunion qui a été faite à l'initiative de Madame la Ministre, en présence des deux parlementaires en charge de cette mission, était très claire. C'est de dire qu'aujourd'hui, il faut être unis autour d'un dispositif qui est finalement celui que nous avons porté, parce que nous sommes les premiers à avoir mis en évidence un mécanisme complet et cohérent qui repose sur l'amortissement. Je crois qu'ici, pour que Madame la Ministre puisse arriver à Bercy avec des outils suffisamment forts pour convaincre Bercy, c'est de dire, derrière moi, j'ai tous les acteurs du logement. Et parmi ces acteurs du logement, il y a ceux qui construisent, que nous soutenons bien évidemment, et puis il y a tous les propriétaires bailleurs que nous représentons également. Là, on ne peut que faire fléchir Bercy. Et puis on l'a vu, les propriétaires demandent de la visibilité. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, on fonctionne à vue. Et ça, mais même que ce soit le logement ou dans tous les autres compartiments, on ne sait pas où on va. On ne sait pas. Et l'absence de perspective n'est pas rassurante. Et quand on ne sait pas où on va, on a tendance à faire du surplace, à se cacher et à être finalement dans une démarche individualiste qui n'est pas du tout saine dans une société qui, au contraire, doit se rassembler autour d'un certain nombre de valeurs et une direction qui est commune. On l'a dit tout à l'heure, mais on va peut-être terminer avec cette idée. On a dit que ce dispositif fiscal est déjà appliqué pour partie ou complètement dans d'autres pays dans le monde, en Europe, mais aussi aux États-Unis ou au Canada, si je ne me trompe pas. On parle souvent du modèle français, parce que nous, on est quand même un peuple qui est toujours assez satisfait de ce qu'on est et de ce que nous sommes. Est-ce que c'est ce dispositif qui a été donc retravaillé comparé aux autres pays, selon vous, pourrait aussi inspirer ? Il est inspirant. Oui. En tout cas, quand on a discuté de ce dispositif, par exemple, avec même les parlementaires, on sent qu'ils ont manifestement apprécié la cohérence et la globalité de ce dispositif. Et ils s'en sont inspirés même pour tirer, eux, quelques mesures. Donc oui, il pourrait être inspirant. Moi, l'immobilier a ce défaut qu'il n'est pas transposable et qu'au fond, la fiscalité locale, la fiscalité du pays dans lequel il se situe est déterminante et il n'y a pas de concurrence. La vraie concurrence, elle est avec d'autres formes de placement. Mais nous avons finalement aujourd'hui 2500 milliards d'euros de placements à vue des Français
qui sont très peu fiscalisés, dont 900 milliards de livrets A. On a 1500 milliards d'assurance vie qui sont très peu fiscalisés. Et on a 1680 milliards qui contribuent à loger 7 400 000 foyers en France, qui sont plutôt très fiscalisés. Je parle naturellement des revenus fonciers. Et moi, je pense que c'est là qu'il faut rétablir quelque chose et faire peut-être que les flux peu fiscalisés reviennent vers l'immobilier pour aider à loger nos concitoyens. La vraie comparaison que je ferais, c'est que dans certains pays, même dans beaucoup de pays, le secteur privé locatif ne loge pas 24 ou 25% de nos concitoyens comme chez nous, mais 40 à 50%. Et en fait, moi, le vœu que je formule aujourd'hui, et je pense que c'est la plus belle dynamique pour le logement des Français que l'on peut avoir, c'est de démultiplier l'offre locative dans le pays pour pouvoir répondre le plus rapidement possible au logement des jeunes, à la mobilité professionnelle, y compris au logement de nos anciens selon des modalités que l'on peut avoir. Au fond, notre dispositif, il s'inscrit dans la durée. Et cette durée, elle est profitable aux locataires. Elle est profitable aux locataires. La durée moyenne de possession aujourd'hui d'un bien, c'est 14 ans. Faisons en sorte que demain, la durée de possession d'un bien, ce soit 20 ou 30 ans, et qu'un locataire qui trouve son bien puisse y rester, parce qu'après tout, le bailleur, lui, s'y retrouve aussi dans cette stabilité fiscale et la stabilité de son locataire. Merci Jean-Marc Torolian et Sylvain Grattalou d'être passés sur les ondes de l'IMO. Je suis ravie de vous avoir reçus tous les deux. Quant à vous qui nous écoutez, j'espère que ce podcast vous aura été utile, éclairant, et je vous donne rendez-vous pour un futur épisode. Retrouvez les ondes de l'IMO sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.